Alors, dans les années 80, en parcourant une revue de vol libre qui à l'époque se consacrait particulièrement au delta, j'ai vu un article de parachutistes qui s'entraînaient à partir des montagnes pour éviter de payer la montée en avion, et eux s'entraînaient qu'au vol de précision. Ayant vu ça, j'ai vu mon copain Laurent, je lui ai dit, là il y a un truc extraordinaire, il faut qu'on essaye ça. Ce serait l'occasion de moi qui aime beaucoup faire de la marche et de la montagne, de monter et de redescendre avec notre téléphérique dans le dos. Je dirais que là on a tout un côté éducatif qui est intervenu aussi sur les performances humaines. Ensuite on a un côté technique, où on a des appareils de meilleure conception, puisque il faut vendre du matériel. Donc les constructeurs se font une concurrence acharnée en présentant le produit le plus sûr et le meilleur. Et le troisième domaine, c'est le domaine légal, où la Fédération suisse de vol libre, qui réunit, si c'est elle qui gère tout le vol libre en Suisse, et a pratiquement main libre de l'Office fédéral de l'aviation civile, elle a mis des bases pour avoir maintenant des homologations et du matériel reconnu. Alors je crois qu'il y a deux éléments un petit peu historiques qui ont amélioré la sécurité du parapente depuis qu'on a commencé la fabrication. C'est d'un côté l'accès à de nouveaux matériaux avec des fibres comme les fibres aramides, donc le Kevlar ou les fibres polyéthylène, qui n'étaient pas accessibles, dont la commercialisation au niveau international était très restreinte, non autorisée pour des questions souvent liées à la défense. Ça c'est un premier point, et c'est l'évolution des matériaux également. Au début, quand on a commencé, on avait des tissus qui tenaient en résistance à déchirure 1 kg. On nous garantit maintenant des résistances à la déchirure de 2,5 kg. Donc on voit que les coefficients d'amélioration sont tout à fait significatifs en ce qui concerne la sécurité. L'autre aspect, c'est l'aspect informatique. Au départ, on était en train de travailler sur des planches à dessin, je dirais, à prendre certains raccourcis au niveau du dessin pour pouvoir terminer les dessins dans des délais raisonnables. Maintenant, avec les outils informatiques, on peut avoir des courbes extrêmement lissées, on peut avoir un travail extrêmement précis, et on peut travailler le comportement de la voile en ce qui concerne la sécurité de manière très détaillée. Alors je crois effectivement que toutes les étapes du processus sont importantes pour la sécurité, du choix des matériaux en essayant d'orienter le choix quant à leur solidité, quant à leur durabilité sur les différents critères techniques dont on a besoin pour fabriquer un parapente. Ensuite également la question de la sécurité au niveau de la fabrication, choisir les méthodes de fabrication qui vont permettre à partir des matériaux choisis d'obtenir les meilleurs résultats et les meilleures résistances du parapente fabriqué. Et je dirais que cette deuxième étape nécessite des séjours assez prolongés en fabrique pour des tests comparatifs de techniques de couture. Il s'agit de confectionner des échantillons avec différentes techniques de couture et les comparer par des tests de rupture, des tests de déchirure pour choisir les meilleures solutions. Alors je crois que l'homologation ou les homologations qui existent sont effectivement des critères importants pour le concepteur et le fabricant de parapente. Ce ne sont néanmoins pas les seuls buts à atteindre. Je dirais que c'est un contrôle technique minimum avant la mise sur le marché, et que dans le cadre de la mise au point, le concepteur et le metteur au point sont appelés à tester les parapentes de manière beaucoup plus approfondie que les seuls critères d'homologation. Vu l'évolution du parapente dans les années 86-87, les constructeurs se sont mis en commun pour établir des normes d'homologation, c'est-à-dire des critères de test, afin que les produits puissent répondre à certaines exigences, notamment de sécurité en vol et de résistance structurelle. L'évolution aidant, maintenant on en arrive à travailler sur une norme européenne, afin que tous les utilisateurs ainsi que tous les constructeurs et les laboratoires de test travaillent sur la même base pour une meilleure connaissance et une meilleure information de la sécurité au niveau du vol. Donc les tests sont définis lors d'une homologation pour un parapente. Il y a 3 étapes bien distinctes. Une étape, c'est donc les tests en vol. Ces tests en vol vont déboucher sur une catégorie d'utilisation, c'est-à-dire une catégorie débutant, une catégorie ce qu'on appelle intermédiaire performance pour un pilote qui vole régulièrement. Ensuite, on a la catégorie compétition et pour les professionnels, le biplace. Ensuite, nous avons la catégorie de résistance structurelle, c'est-à-dire ce que vous voyez ici, donc sur la piste d'aérodrome militaire de Payerne, où on fait subir une charge au parapente.
Le premier test est donc le test au choc, proprement dit. Donc on fait subir un choc à la voile de façon tout à fait aléatoire avant de passer, si évidemment il n'y a pas de rupture, avant de passer sur un test de charge proprement dit. C'est-à-dire que le parapente va être poussé à 8G, c'est-à-dire pour un parapente dont le constructeur a défini 100 kg pour un poids d'utilisation maximum, le parapente va être testé à 800 kg. Pendant 5 secondes, ça veut dire qu'il aura atteint pratiquement la tonne de charge. Évidemment, pour que le parapente puisse réussir ce test, aucune rupture n'est admise. Ensuite, la troisième partie, c'est la partie administrative, avec l'archive des documents, avec le contrôle de conformité de la voile et évidemment toute la répertoriation des protocoles de test, de la cassette vidéo des essais afin de prouver la conformité et le bon déroulement des essais selon les normes. L'évolution de la sécurité ces dernières années, il y a plus de 10 ans, ou en tout cas au début du parapente, on a eu quand même quelques accidents sur rupture de matériel. En l'occurrence, maintenant, je dirais que de par le fait de ces homologations, on ne peut pas dire qu'il y ait des accidents dus à la rupture de matériel. L'avantage de ces tests aussi est le fait que l'utilisateur peut s'identifier par rapport aux catégories, c'est-à-dire qu'en fonction de son expérience, il va pouvoir choisir une voile plutôt débutant ou plutôt performante, à savoir que plus on rentre dans la performance, moins on privilégie la sécurité. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est clair que les tests d'homologation ne font pas tout dans la sécurité. On doit avoir une bonne formation, ça c'est la base de la base, et c'est vrai que même avec un des meilleurs matériels, une voile, pour tout débutant, si la personne n'est pas suffisamment formée, elle aura un accident au même titre qu'avec la voiture, sans expérience, on peut se mettre dehors de la route. Les enseignants qui ont commencé il y a un peu plus d'une quinzaine d'années maintenant étaient simplement des personnes qui pratiquaient le parapente de manière assidue. Et on a décidé un jour que ces personnes étaient aptes à enseigner. Il n'y avait donc aucune formation pédagogique. Actuellement, ça se passe un peu différemment. C'est devenu un métier d'être instructeur. On passe par plusieurs phases. La première phase étant, par exemple, d'acquérir une certaine notion théorique. Ça comprend 5 chapitres. L'aérodynamique, la météo, les prescriptions, le matériel et la pratique de vol. À savoir aussi qu'on a des cours pédagogiques, théoriques et pratiques, savoir comment enseigner, savoir comment est-ce qu'on est avec les élèves. Et enfin, on a des examens pratiques qui sont assez sérieux. Alors, au niveau de la formation, comment ça se passe? Eh bien, on a tout d'abord une première approche du parapente sur la pote école, donc la pote sur laquelle on se trouve maintenant. On déplie un parapente et on explique les différentes parties. On fait une petite démonstration pour montrer comment le parapente se dirige au sol et simuler des décollages et de petits atterrissages. Parallèlement à ceci, on entame aussi une formation de biplace, dit pédagogique, phase durant laquelle, en fait, avec l'élève, on explique comment on se comporte en l'air, naturellement aussi au décollage et à l'atterrissage. Reste ensuite la partie grand vol à acquérir. Une fois que la personne commence à faire son premier grand vol, elle doit, pour acquérir sa licence, effectuer 40 grands vols et naturellement passer par un examen théorique au préalable. Durant ce cours, on utilise aussi le parachute de secours. On fait une ouverture et on vient nous récupérer. On utilise aussi dans le cadre de l'écolage la radio qui sert en fait à assurer une personne, puisqu'on ne peut pas avoir la main, porter sa main en guise de sécurité. On est obligé d'avoir les gens au bout du fil si on veut bien, donc on utilise la radio dans le cadre de tous les vols, dès qu'il y a aussi des exercices, disons je dirais les 10 premiers grands vols plus les exercices qu'il faut faire pour l'acquisition du brevet. Et enfin, un outil qui est très utile et qui est très nouveau, c'est l'usage de la caméra. On l'utilise assez rapidement, déjà sur la pote école, pour faire un débriefing le soir et montrer à la personne ce qu'elle fait, et plus tard aussi en grand vol. On pourrait croire que les accidents devraient pratiquement plus exister. En réalité,
On a, je dirais peut-être maintenant, un excès de confiance. Les ailes sont toujours de meilleure qualité, le cadre légal est toujours mieux fait, la formation des pilotes est toujours optimale, donc on devrait avoir plus d'accidents. En réalité, on observe un phénomène des fois inverse, c'est que les pilotes se sentent trop sûrs, trop sécurisés, et on remarque malheureusement que le chiffre absolu ne baisse pas énormément. Par contre, on peut quand même dire que sur le nombre d'heures, le rapport relatif baisse quand même au niveau des accidents. Le parapente est un très beau sport que l'on pratique avec passion très souvent, mais c'est clair qu'il faut rester dans certaines limites de ce qui est possible de faire et que ces limites sont propres à chacun.